reparti. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau Bonjour. podcast de Backdoor. Aujourd'hui dédié à Monsieur Russell Westbrook de Third. Mm. On va parler un petit peu de Russ West et on va surtout attaquer Russ West par un angle bien précis. Qu'est-ce qui fait de lui le joueur qu'il est? Et qu'est-ce qui explique toute cette énergie de Russell Westbrook? Parce que je te l'ai pas demandé, mais je pense que si je te demandais de me résumer Russell Westbrook en une grande qualité, tu me dirais... Énergie, c'est bien. Énergie. Et qualité D'accord, athlétique qui marche aussi, seul, voilà, tout ça. énergie, qualité athlétique, j'englobe un petit peu tout ça Mm. là-dessus. On va commencer par faire un petit CV de Russell Westbrook pour les 3 personnes qui ne savent pas qui c'est. C'est un mec qui naît le 12 novembre 85 à Long Beach, en Californie du Sud. Comme un certain Snoop Dogg. Certainement. Bah si, Snoop Dogg, c'est Long Beach. Oui, peut-être. Je suis pas un expert sur où est-ce que les gens naissent. J'en ai un peu rien à taper. Bah je sais pas s'il est né là-bas, mais il vient de là-bas en tout cas. Certainement. Donc oui, je disais Long Beach, Californie du Sud. Un gamin qui va grandir à Compton, qui va passer par le high school de Leuzinger, avant d'aller jouer à UCLA pendant 2 saisons. 2 saisons dont on parlera un petit peu plus après, qui sera drafté en 4ème par les Sonics. Et qui, une fois qu'il arrivera en NBA, parce que... bordel, excusez-moi du terme, Westbrook en NBA, c'est quand même... Ça se voit tout de Stats, suite, quoi. Monsieur Record, et ça se voit tout de suite. Comme tu Mm. dis, on commence d'entrée de jeu, premier triple-double en saison rookie. Ça pose un peu des bases. Il est All-Rookie First Team. Il deviendra une superstar NBA avec un palmarès en vrai ultra fourni. 9 fois All-Star, 2 fois MVP du All-Star Game, une fois MVP en... 2017. Oui, bien. Tu m'as pris de court, j'étais... Wow. Ouais, je sais. Je suis sur tes appuis, comme Russell Westbrook. Oh, mes appuis sont bancal. Banco. Tes appuis en Bocco en vert, là. Non, mais du coup, 2 fois NBA First Team, Russell Westbrook, recordman de triple-double sur une saison avec... 43 42 42. 42. Merde. 42. Avant, c'était Oscar Robertson avec 41. Mm. Second joueur de l'histoire à réaliser un double triple-double, derrière l'immense Wilt Chamberlain. Mhm. 3 saisons d'affilée en triple-double, 4 saisons au total en triple-double. Voilà les stats de Russell Westbrook, s'il faut en citer, on est là pour toute la soirée. Oui. Donc on va un peu plus axer sur ce qui nous intéresse et sur ce qu'on ne sait pas de lui, parce que Russell Westbrook, on connaît ses stats, on connaît son jeu, on peut tous regarder ses matchs, mais Russell Westbrook, finalement, on n'a pas tous de réelles connaissances sur d'où il vient, sur comment il a grandi, sur qu'est-ce qui explique l'énergie de Russell Westbrook. Un mec qui grandit, comme je disais tout à l'heure, sur Compton, avec son père, sa mère, son frère dans un petit 2 pièces, qui ne grandit pas avant sa dernière année de high school, où, comme d'ailleurs beaucoup de joueurs NBA, en fait, il prend un gap en un été, et il passe de « on en a rien à taper » à « ce mec est quand même un peu intéressant ». Et pourtant, il est pas... Enfin, par rapport à la NBA, il est pas si grand que ça, quoi. Non, Westbrook, c'est 1m91 pour 91 kg actuellement. Ouais, c'est ça, donc il est même petit. Ouais, il est à peine plus grand que toi, personne ne voit. Pour situer, je fais 1m87, quoi. Donc il y a 4 cm d'écart. Ouais, il est à peine plus grand que toi, je veux dire, c'est rien, 4 cm. Ouais, ça peut être beaucoup. Allez, on y va. Russell Westbrook, donc. Oui. Du coup, je disais, avant d'entamer un petit peu ce qui va être le sujet de ce podcast, savoir d'où vient l'énergie de Russell Westbrook, quel est le prix à payer de cette énergie, comment est-ce qu'on fait quand on est Russell Westbrook et qu'on est l'un des joueurs les plus détestés et les plus clivants de NBA pour avancer malgré la haine. Je voudrais juste commencer avec une petite anecdote que je ne vais pas pouvoir placer autrement, je pense. Comme je le disais tout à l'heure, Westbrook, il fait son université à UCLA. Et c'est un late boomer Westbrook, c'est-à-dire que, je le disais aussi, il n'explose pas avant sa dernière année de high school. Bloomer ? T'as dit boomer. Ah, je croyais que c'était late boomer l'expression, excuse-moi. En tout cas, moi, il me semble que c'est late bloomer, genre éclosion tardive. Ah ouais, c'est logique. Bah, en même temps, c'est peut-être pour ça que c'est une meilleure note en anglais que moi. Ouais, après, je suis bilingue, et sinon, late boomer, bah, c'est vraiment juste un mec, un vieux, quoi. Un vieux raciste, quoi. Donc, bon. C'est un vieux raciste, le late boomer. Voilà, quoi.
Mais du coup, je disais, donc, il le dit lui-même, Westbrook, la plupart des mecs en NBA aujourd'hui, ils sont bons depuis qu'ils ont 8 ans. Westbrook, il a été nul jusqu'à ses 17 ans. Et ça, c'est ses mots. C'est ça qui me fait très rire. C'est qu'il dit vraiment, les mecs sont bons à partir de temps. Moi, j'ai été nul. Il dit pas j'ai été bon à 17 ans. Il dit j'étais nul jusqu'à mes 17 ans. Et du coup, il arrive à UCLA. Il faut savoir que Westbrook tient sa place à UCLA à un fait assez rigolo. C'est un joueur qui va se déclarer pour la draft. Et ce joueur, c'est Jordan Farmar. Oh. Donc on a eu Westbrook à UCLA grâce à Jordan Farmar. Légende du Maccabi Tel Aviv. Ouais, moi j'avais Les Lakers. Jordan Farmar, ouais, moi quand j'ai commencé à suivre le basket, il était aux Clippers et il me faisait mourir derrière ce joueur. Ouais, parce que ses oreilles décollées là. Ouais, il a une dégaine incroyable. Ouais, mais du coup, voilà l'anecdote que je voulais placer. Si on a eu Westbrook à UCLA, c'est grâce à Jordan Farmar. Moi j'ai vu Jordan Farmar péter des bouches avec le Maccabi Tel Aviv à Angers. Ah, au ProStar Non, pas ProStars. Si, ProStar. Si, c'est ça. Pour ceux qui connaissent pas, c'est tous les ans à Angers, il y a un tournoi avec des belles équipes quand même. Souvent, t'as genre Cholet, Lasvel et quelques équipes d'Euroleague. Et il y avait un temps où il y avait le Maccabi qui venait. Et du coup, on a pu voir ce bon vieux Jordan Farmar péter des bouches à Cholet, Le Mans, tout ça, à Angers. Sacré magnifique. Magnifique. Mais du coup, je disais, Russell Westbrook, entrons dans le cœur de ce cœur de ce podcast, c'est-à-dire d'où ça vient cette énergie, Russell Westbrook. Qui es-tu, Russell Westbrook? Pourquoi est-ce que tu vas à 200 à l'heure? Et déjà, ça commence par un endroit très simple, le lieu où il a grandi. Ah bah, Compton, faut courir vite, quoi. Oh, oui. Effectivement, Compton, faut courir vite. Moi, j'allais dire que Compton, c'est un quartier difficile. Oui, voilà, c'est pour ça que je disais ça. C'est ça, un quartier où, comme je disais, dans les articles que je disais sur Russell, ils le décrivent comme un quartier indestructible. Et il y a une image que j'aime bien, c'est de dire que le quartier est aussi indestructible que lui. Et comment ce quartier, cette ambiance, c'est-à-dire avec son père, sa mère dans un petit 2 pièces, vont mener à quelque chose. En fait, son père donc Russell Westbrook II, pour le coup, est un joueur de streetball plutôt coté sur la scène de LA. Et figurez-vous que le style de jeu de Russell Westbrook II, c'est d'être ultra énergique. Est-ce que quelqu'un est surpris? Tiens, ça serait... Wow. Je vais la refaire. Allez. Cette énergie serait-elle donc génétique? Wow. Compliqué à faire. Cette énergie pourrait effectivement être génétique, mais cette énergie est surtout liée à la work ethic. J'adore ce jeu, cette rime. T'es fort. T'es poète, non? Ouais, je suis poète. Son daron est globalement un gros malade de l'entraînement. Il fait des entraînements qui sont décrits comme militaires à Westbrook et son frère. C'est-à-dire, vous avez tous vu, je pense, les vidéos de Patrick Beverley qui s'entraîne en Timberland dans le sable. Oui. Et bah c'est la même ambiance avec des gamins de 12 ans. Sauf que le problème, et que ce que le daron va pas voir venir, c'est que, en fait, il y prend cours, Russell Westbrook, et il y a une anecdote fantastique, c'est que Westbrook demandait à son daron de l'entraîner le jour de Thanksgiving. Qui est normalement le jour où ça fait rien aux États-Unis, genre tout le monde bouffe et se la met, et voilà, c'est cool. C'est juste non, Westbrook, il veut s'entraîner à Thanksgiving. Ouais, c'était déjà un drogué de ça, quoi. Ouais, c'était déjà globalement un drogué de l'entraînement. Et je vais citer là un bout de l'article de Bleacher Report qui décrit très bien le passage avec la liaison, le lien avec son père et comment ça va influencer Russell. Ils disent « Le style frénétique de Westbrook a été affiné et développé en grande partie par son père, un joueur de pick-up game intense et professionnel qui emmenait son fils dans les gymnases et les parcs de la ville pour qu'il y fasse des shoots et qu'il le soumettait à des exercices qu'il avait lui-même inventés, qui étaient plus proches du côté militaire que du côté basket. » T'as Jordan Hamilton, alors un mec qui est passé par la NBA, je sais pas si ça veut dire quelque chose à tout le monde. C'est lui notamment qui emploie le terme d'exercice militaire pour les entraînements de Westbrook, et il dit c'était une question d'éthique de travail. Il faisait faire aux garçons des pompes, des sit-ups, des sprints interminables, des exercices d'agilité dans les bacs à sable. Il a inculqué en eux très jeunes l'idée qu'ils devaient travailler pour obtenir ce qu'ils voulaient.
Et là, il y a une phrase qui est une citation du père de Westbrook qui dit ça sera peut-être plus parlant en anglais parce qu'en français c'est mal traduit. Outwork them all. Tu vas te foutre de la gueule de mon accent. J'espère que c'était clair. Mais on a compris quoi. Ce que je voulais dire. En gros, travaille plus que tout le monde quoi. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'en fait, le Westbrook, comme je disais, il grandit pas avant sa dernière année de high school. Et comme avant il est petit, il est aussi très frais le Westbrook. Ça veut dire qu'ils le décrivent, et ça me fume de rire, ils disent que globalement s'il se met de profil, il devient invisible. Je sais pas si vous avez une image de Russell Westbrook en tête maintenant, c'est pas vraiment... Bon, même de profil on le voit bien quoi. Maintenant on le voit très très bien de profil de Russell Westbrook. C'est bien défini, c'est un bodybuilder. Ouais. Mais du coup voilà une partie de la raison de cette énergie de Westbrook, ça vient de son père, ça vient de parents qui ne laissent pas sortir le gamin parce qu'ils ne veulent pas qu'il glisse et qu'il ramène du vice, parce que c'est Compton, c'est LA, dédicace à Joey Star. J'ai bien aimé. Et du coup, Westbrook, il n'y a que le basket dans sa vie, il y a vraiment uniquement le basket. Et en fait, c'est son éducation, quoi. Ouais, mais c'est même pas, c'est pas le basket en mode il est fan de basket, c'est son basket à lui. Il ne connaît pas la scène de Los Angeles. Il ne sait pas qui y a, il ne sait pas ce qui s'y passe. Je veux dire, les Harden, les DeRozan, les Aaron Aflalo, il en a rien à foutre. Il sait pas qui c'est, tu vois. Et du coup, cette énergie, comme je disais, qui commence dès ses 11-12 ans, même certainement avant quand il commence à s'entraîner, ça arrive avec lui au lycée. Il est décrit par Holland, le coach de UCLA qui le fera jouer et qui le recrutera, comme dès le lycée un leader avec une énergie folle. Et quand on utilise le terme de leader, lui il dit qu'à l'époque il arrive pour la première fois dans la salle de Leuzinger pour le voir jouer, et il est tout seul, et il y a juste un gamin qui est en train de nettoyer le terrain de basket. Et il commence à parler avec le coach de Leuzinger, etc. Et il dit il est où Westbrook? Il dit c'est le gamin qui est en train de nettoyer le terrain de basket. Et Westbrook finit de nettoyer le terrain et il dit, et là ma première introduction à Westbrook, c'est un mec qui va voir ses coéquipiers. Il y a personne dans la salle, mais il est en train de les hyper et de leur parler comme s'ils étaient en train de jouer devant 45 000 personnes. Et ça rentre sur le terrain et c'est lui qui dirige l'échauffement, qui dirige les drills qu'on fait, etc. Donc dès le début, un leader avec une énergie, je veux dire. Nettoyer un terrain, c'est quand même crevant avant un match, visiblement pas pour Russell Westbrook. Ouais, beaucoup de choses qui sont crevantes pour le commun des mortels, mais pas pour lui en même temps, tu me diras. Effectivement. Et du coup, après cette première fois où il va venir le voir jouer, Holland revient vers son assistant, Monsieur Kittings, et il lui dit, je sais pas si on a un meneur, et il dit, je sais pas pourquoi tu t'intéresses à ce mec, et il dit, mais j'ai jamais dit que c'était un meneur, j'ai juste dit que ce mec pouvait jouer. Et Holland lui dit, ouais, effectivement, t'as raison, ce mec peut jouer, il a trop d'énergie pour ne pas jouer. Donc, il sera supervisé tout au long de l'année par Holland, lors de sa dernière année de high school, là où il explose vraiment. Westbrook avait fait une visite officielle à Arizona, devait peut-être signer à Arizona. Là, on arrive sur l'anecdote de Jordan Farmar, c'est-à-dire que Jordan Farmar se barre, et du coup, il peut signer à UCLA. Et quand tu viens de Los Angeles, signer à UCLA, c'est trop cool. Ouais, puis genre UCLA, si je dis pas de conneries, c'est genre la fac qui a gagné le plus de championnats, je crois, et de très loin, hein, il me semble. En termes de... Alors, sur le basket NCAA, j'en ai aucune idée. Il me semble, hein, avec John Wooden et tout, là. J'ai un petit doute, mais c'est pas impossible ce que tu dis. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, en gros, c'est que c'est pas une petite fac, quoi. Ah non, c'est pas du tout... C'est déjà... Comparé à USC, c'est la plus grosse fac californienne. Oui. Et oui, c'est l'une des top... en termes de programme de basket, il n'y a pas beaucoup mieux aux États-Unis, quoi. Même de programme de sport, globalement, UCLA. Hein. Il y a beaucoup de gros athlètes qui sortent de UCLA. C'est vrai. Et du coup, Westbrook, à l'époque, en tout cas donc, quand il arrive en high school, il est décrit par ses coachs comme un mec qui va à la vitesse de la lumière. Et c'est vraiment, ça me fume parce que c'est le terme qui est emplacé. Il dit vraiment qu'il va à la vitesse de la lumière, Westbrook. Et que le problème, c'est que ce basket bien à lui, ce basket bien 200 à l'heure, ça pose des soucis à l'entraînement. Et il y a une anecdote d'un exercice de défense lors d'un des tout premiers entraînements de UCLA où ils doivent
c'est un exercice de rebond, et en gros, tu dois tirer, et Westbrook doit jouer le rôle du mec qui revient un peu, qui joue pas le rebond, qui revient d'abord en défense, pour gêner la contre-attaque. Sauf que pas Russell Westbrook, non. Ils disent à chaque fois qu'on fait l'exercice, ce petit con là, il va prendre les rebonds offensifs. Parce qu'il est là, mais attends, je peux les prendre les rebonds offensifs, pourquoi je les prendrais pas? Et du coup, ça a créé quelques tensions, mais bah, ils voient bien que le mec déborde d'énergie, et ils se disent aussi, et c'est peut-être la première fois que des gens vont avoir cette mentalité avec Russell Westbrook, et je pense, de ce que j'ai lu, qu'il n'y a que 2 fois où on lui accordera ça, c'est des coachs qui vont se dire qu'ils ont besoin de comprendre leurs joueurs pour savoir l'entraîner. Kittings, donc l'assistant de Holland, dès les premiers entraînements, on voit bien que ça passe pas toujours très bien entre Holland et Westbrook. Et notamment parce que souvent, ça va être très parlant à tous ceux qui suivent du basket, que ce soit depuis des années ou même maintenant, le body language de Russell Westbrook est l'un des body language les plus expressifs de NBA. C'est clair. Pour autant, et c'est ce que Kittings dit, il faut pas faire attention à comment il le dit et à son body language, mais à ce qu'il dit. En fait, c'est un gamin qui est forcément frustré, parce que c'est un gamin qui connaît que la surintensité, qui connaît que le fait de réussir, qui est dans cette optique-là depuis très jeune. Donc bah oui, le moindre petit truc va l'énerver, va le frustrer, etc. et va faire que t'as l'impression que bah il est en train d'abandonner l'équipe, alors que non, pas du tout. C'est juste que bah c'est un mec aussi qui paye et qui doit manager cette énergie, ce surplus d'énergie qu'il a. Et donc ce body language fait que bon, ça va, ça. Comme Kittings est plutôt bon dans le relationnel avec Westbrook, ça arrive à se comprendre. Même s'il y a des anecdotes sur la première saison où typiquement il galère à le faire jouer avec la seconde unit. Parce que oui, Westbrook a fait 2 saisons à UCLA. La première, il est pas titulaire. Faut savoir qu'il est remplaçant derrière Darren Collison et Aaron Aflalo. Ok. Et en fait, ils expliquent que c'est un bordel avec la seconde unit parce que personne n'arrive à aller aussi vite que lui. Du coup, c'est complètement décousu parce que personne ne le suit. Alors c'est physique, tu peux pas aller aussi vite que lui. Tiens, ça m'explose de rire. Essaye de rattraper un train avec un vélo, quoi. Ouais, exactement, c'est un peu cette image-là. Et du coup, voilà, ces saisons à UCLA, elles doivent en théorie servir à un peu lui apprendre à canaliser cette énergie. Mais on parle de Russell Westbrook. Qu'est-ce qu'il en a à taper? C'est globalement pas un mec qui canalise Russell Westbrook. Non, on est plutôt sur de l'extériorisation, tu vois. C'est très bien résumé. Ouais. Et du coup, ils le disent, Holland et Kittings, le rêve de tout coach, c'est de réussir à faire ralentir Russell Westbrook. Et ils ont beau lui citer des exemples genre ouais, regarde LeBron, regarde Dirk, regarde Kobe, il s'arrive à jouer doucement, il en a rien à taper. Lui, il est qui il est, et il jouera son basket comme il a envie de le jouer. Mais bon, deuxième saison, en vrai, il parle quand même d'un peu plus de contrôle. Ça me fait rire parce qu'il cite un exemple ou un match où il joue les 40 minutes et il fait une seule perte de balle contre, je sais plus, la fac. Mais en gros, il arrive à jouer les 40 minutes sans faire de perte de balle. J'ai été regarder un petit peu. On est déjà sur un mec qui perd 2,5 à 3 ballons par match à l'époque à UCLA. Oui. Pour 5-6 passes, c'est pas le meilleur ratio du monde. Oui, bah c'est un truc qui va le suivre un peu toute sa carrière, quoi. Ouais, bah en ça fait, ça a jamais été un très bon... Merde. J'ai plus le terme, mais un mec qui garde très très bien le ballon, quoi. C'est pas Chris Paul. Ah non, en fait, c'est pas un pace controller, Westbrook. Ouais, voilà. Il ne gérera pas ta pace, il n'a qu'une seule vitesse, c'est la vitesse de la lumière. Il a qu'une seule vitesse, c'est pied au plancher, fond de 6ème. Rupteur. Et ce Westbrook incanalisable, et bah ça va se voir déjà quand il va arriver en NBA. C'est-à-dire qu'il est drafté donc en 4 par les Sonics qui deviendront OKC. Et en gros, après 13 matchs, le Thunder est à 1-12. Et du coup, c'était PG Carlissimo à l'époque, le coach se fait virer par Sam Presti. Donc c'est Scott Brooks qui arrive. Et il y a une anecdote que j'aime beaucoup. Westbrook est tellement incanalisable que ils vont mettre... Eux, ils diront qu'ils mettront plus d'1 an à gagner la confiance de Westbrook et à gagner l'écoute de Westbrook. Parce que, bah, pourquoi est-ce qu'il jouerait pas à 200 à l'heure, en fait? Qui vous emmerde un peu. C'est ouf qu'il ait toujours cette mentalité-là, alors que t'as quand même genre un Kevin Durant dans l'équipe, quoi.
Ouais, mais parce que, en fait, je pense que il sait le travail, et je vais en parler un petit peu après, genre. Westbrook, c'est le travail qu'il réalise, c'est Mm, l'énergie qu'il met dans ses entraînements, dans le match, c'est mm, tout le cœur qu'il met dans le jeu. Et qu'en fait, pour lui, bah, c'est la seule bonne et unique manière de jouer. mm. C'est de mettre autant d'énergie dans le jeu. Et du coup, c'est pour ça qu'ils disent que bah, ça mettra plus d'1 an à gagner la confiance. C'est que bah, je pense que c'est aussi 1 an de NBA qui te permettent de te rendre compte des erreurs que tu fais. Mm. 82 matchs, c'est énorme. T'as le temps Ouais. de faire Oui, des ça erreurs, fait de un faire bel plusieurs, de échantillon, faire quoi, les déjà. mêmes. Ouais, voilà. Et c'est donc l'assistant de Scott Brooks, Rex Kalamian, qui va être le premier à vraiment gagner la confiance de Westbrook. Et comment ils vont gagner la confiance de Westbrook? En le laissant décider des systèmes de fin de match, Mhm. où en fait il a un petit carton avec tous les systèmes, et il dit j'arrive à la fin du match, et moi je mets des systèmes qui seraient plus intelligents de jouer, et souvent c'est des systèmes où le jeu ralentit, et il Mm. en a rien à foutre. Genre, il prend que les systèmes où ça va à fond. Et j'aime beaucoup parce que ce prix à payer de cette énergie, là, c'était un peu Mm. le message de cette deuxième partie. Euh, Comme je le dis, j'essaye d'être d'un peu de faire un overall de Westbrook en Mm. travers de sa carrière de college et en NBA. Parce que je parle des années d'OKC, mais globalement, Westbrook a jamais vraiment ralenti. Il a ralenti quand ses qualités physiques et athlétiques ont commencé à ralentir. Mm. Mais même Westbrook Oui, aujourd'hui avec les Clippers est toujours le premier à pousser en contre-attaque, va globalement très vite, etc. ouais, c'est C'est un ça. jeu qui se base sur la vitesse. Il a toujours eu ce truc de bah, rien à foutre, on court, quoi. Genre, Ah ouais, non, mais vraiment, bah c'est toute sa du. carrière, quoi. Ah bah, Russell Westbrook aurait été ultra heureux dans un système 7 seconds or less. C'est clair, hein. Bah, il a été sous Mike D'Antoni, mais avec un Comment il s'appelle avec un Steve Nash à côté, tu vois, ça peut être marrant. Ouais. Mais non, mais j'avais pensé même au. Comment il s'appelle le mec qui a créé le 7 seconds or less Ah oui, Don Nelson. Don Nelson. Je Oui, pense que Don Nelson, tu lui donnes Russell Westbrook, il est super heureux. j'aurais aimé le voir avec We Believe pour la Ah science. ouais, bah avec les Warriors de We Believe, ça aurait été quelque chose. Ça aurait été drôle. Mais Ouais. c'est en vrai, c'est cette énergie, donc je disais, ça vient globalement de son enfance. Cette énergie, donc ouais, le prix à en payer, bah, c'est les pertes de balles, c'est cette difficulté des fois en fin de match à savoir gérer des situations chaudes, parce que c'est sa logique, c'est-à-dire cette logique de pourquoi est-ce que je devrais faire attention à une possession quand en fait je peux jouer suffisamment vite pour en avoir 2 ou 3 si je vais vraiment vite. Hmm. C'est une logique qui vaut ce qu'elle Bon, vaut. C'est la logique de Russell Westbrook, j'ai un peu l'impression. Ça se tient. Et Plus de possession, plus de chances de marquer. ouais, c'est voilà, tout simplement, plus de chances de faire des rebonds, plus de chances de prendre des passes. De perdre des balles Mais aussi. exactement. Et c'est parfait, tu me fais une transition magnifique parce que Ah bah. la troisième partie qu'on va aborder, c'est le côté haine en fait que génère Mm. Russell Westbrook par son style de jeu, pas juste naturellement. Parce que bah moi comme je disais, ça fait une dizaine d'années que je suis la NBA. J'ai commencé en 2011-2012 avec les Heatles. Moi, Russell Westbrook, il a toujours eu cette image de c'est un mec qui sait pas gérer les fins de match parce qu'il va pas assez lentement, enfin parce qu'il a pas assez de contrôle sur le jeu. Mm. Et je vais exagérer, mais tu lui enlèves ses qualités athlétiques, c'est pas un joueur NBA, c'est même pas un bon basketteur. Bah, forcément, t'exagères, mais oui, c'est J'exagère, sûr bien que évidemment, mais tu lui enlèves ses qualités physiques, bon, il domine pas, quoi. C'est pas il domine comme beaucoup moins. c'est pas comme Jokic qui domine sans qualité physique, tu vois. Ah bah oui, bah c'est Le jour et la nuit, quoi. C'est l'anti Mm. l'anti Jokic Westbrook et inversement. Ouais. Et du coup, bah ce Aussi, les clivage que deux, ils génère aiment pas aussi- trop les médias. Ils se rejoignent là-dessus. Ouais, quand même. c'est vrai que les deux aiment pas les médias, bien vu. Mais du coup, ce style de jeu amène du clivage, amène des haters. Et je pense que tu peux me rejoindre sur le fait que Westbrook est certainement l'un des joueurs les plus détestés de NBA. Enfin, moi, ça fait 10 ans que je suis de la NBA. Je pense que c'est l'un des mecs les plus détestés de NBA. Je suis pas sûr que ce soit le mec le plus détesté. Je pense que c'est plus qu'il est clivant.
Je pense que c'est soit tu l'adores, soit tu le détestes. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de joueurs qui sont plus détestés que Westbrook. Enfin, je sais pas. Genre. Franchement, moi je pense qu'on fait un petit classement des joueurs NBA les plus détestés. Westbrook, il est dedans. Ouais, je sais pas. Là, tu vois, j'avais quelques exemples. T'as quand même pas mal de situations, genre la finale 2011 du Thunder. Ouais. Non, pas la finale 2011, la finale 2012, pardon. Oui. Oui, ça n'a rien à voir. 2011, finale de conf. Exactement, finale de conf. Et je suis même pas remonté, j'aurais pu remonter à la finale de conf, j'ai pas fait l'effort. Non, mais la finale 2012, parce que moi, c'est les premières finales que je suis plus ou moins de loin. Il a ce fameux match à 43, je crois. En tout cas, il met la quarantaine de points. Oui, dans ces eaux-là, je sais plus exactement. Mais j'ai des souvenirs que Westbrook, il est quand même vachement critiqué à l'époque, en mode, oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles le Thunder se perd, etc. Alors que... Enfin, moi, j'ai le sentiment qu'à l'époque, on lui met beaucoup de choses sur le dos, alors que, ça a un peu toujours été un bon bouc émissaire, tu vois. Ah oui, c'est un très bon bouc émissaire. On lui a mis des trucs sur le dos... C'est ce que j'allais venir, là j'avais plusieurs exemples pour montrer qu'il n'est plus du bouc émissaire que de la critique réelle, genre donc 2012 en vrai oui il fait des erreurs mais le Thunder est super jeune en 2012. Et puis en face t'as un LeBron en mode revanche. T'as un LeBron en mission, t'as un Miami en mission quoi. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Enfin tu mettais n'importe quelle équipe, il se faisait détruire. Ça. Derrière s'ensuit le départ d'Harden, où il y a beaucoup de gens qui vont, alors qu'il n'a rien à voir avec ça, dire oui, il aurait fallu garder Harden, surtout avec du recul, surtout quelques années après, dire oui, pour KD, ça aurait été mieux de garder Harden plutôt que de garder Westbrook, et on va encore en mettre sur le dos de Westbrook. Et ça, par contre, tu vois, je suis pas ultra d'accord avec cette take. Hein. De quoi ? Ça aurait été mieux pour KD de garder Harden que Westbrook. Ah oui, moi ça c'est une take à vérifier. Mais moi ce que je voulais surtout dire, c'est que aujourd'hui on les connaît, les causes du départ d'Harden. C'est-à-dire que le Thunder a choisi de re-signer Ibaka. Le Thunder a aussi... Harden n'a pas voulu réduire son salaire, ce qu'avaient fait Durant et Westbrook, et ce qui fait qu'il part à Houston. Je veux dire, genre, encore une fois, une situation où je trouve on en a mis sur le dos de Westbrook, alors qu'il avait rien à voir avec la situation, le pauvre. Il avait signé son contrat il y a 1 an, il avait fait un geste financier pour pouvoir re-signer Durant, pour pouvoir re-signer Harden, pour qu'ils soient tous ensemble. Tu continues quelques années plus tard, quand il y a le 3-1 lead contre Golden State en 2017 de KC. Ouais, c'est pareil, genre ça va en remettre sur le dos de Westbrook en mode oui, il est responsable, il a pas su faire ci, il a pas su faire ça, il a pas été bon dans les matchs qui comptaient et tout. Ouais, bien sûr, mais bon, alors que en le soi... Thunder, globalement, aujourd'hui, avec du recul, était une équipe aussi qui était pas construite correctement pour ce style de jeu-là. Ouais, et puis c'était un peu une faillite collective, genre... Ouais, c'est ça. Et puis surtout, en face, t'avais les Warriors qui étaient chauds. Et les Warriors de cette époque-là, quand ils étaient chauds, il faut un LeBron en mode all-time pour les arrêter, quoi. Ah, il faut Draymond Green qui met des coups de pied dans les couilles, quoi. Aussi, c'est vrai. J'avais oublié ça. Et du coup, tu vois, par extension, sur ce 3-1 lead, donc ça va mener au départ de Durant. Et beaucoup de gens vont dire, oui, Durant, il part pour Westbrook. Je vous invite tous à aller regarder le podcast de JJ Redick avec Kevin Durant, où Kevin Durant, sur cette équipe du Thunder, dit qu'il en avait ras le cul d'être le seul mec qui pouvait tirer à 3 points. Et je vous invite à aller regarder l'effectif du Thunder. C'est vrai que je me souviens des line-up avec Thabo Sefolosha, André Robertson. Attendez, on peut parler d'André Robertson ou pas, genre de bons défenseurs. Ah non, mais défenseur exceptionnel. Mais je shoot mieux à 3 points que lui. Il a été correct en adresse. C'était 2016, c'était justement cette saison-là. Sauf qu'on arrive en play-off, le naturel l'a rattrapé. Et au lieu de tourner à 35-36% comme il tourne en saison régulière, il est retombé à 28-29. Et c'est compliqué. Ouais, bah oui, c'est clair. Et derrière, donc Durant part, donc ça critique encore Westbrook. L'année d'après, il est MVP, il fait 42 triple-double, saison historique, on pensait jamais que ça allait être battu. Il y a je sais pas combien de vidéos sur internet qui tournent de joueurs NBA qui disent que c'est le record intouchable, ce record-là d'Oscar. Et même cette saison-là,
Je trouve, parce que moi c'était l'une des saisons, nous on est, c'est là, c'est c'est notre première saison en tant que grand pote, la saison 2016-2017. C'est vrai que Il se putain. fait chier dessus, on est Ouais. d'accord. Ah oui, 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 oui. Alors qu'il est en train de faire un truc historique, on lui chie à la gueule à Russell Westbrook. Mm. On diminue son record, on dit oui, il stat padding, et là on va ouvrir une toute petite parenthèse sur le stat padding juste après, parce que c'est l'un des arguments qui a été créé par le jeu de Russell Westbrook, mais pour revenir sur cette saison 2016-2017, on est là, oui, il stat pad, regardez-le, ça fait pas gagner le Thunder, pareil, putain, mais allez regarder cet effectif du Thunder, bordel de merde, en 2016-2017. Globalement, il y avait Russell Westbrook, Bah, il y avait Steven Adams. Steven Adams, il y avait encore Ibaka. Non, Ibaka avait été Il était transféré. déjà C'est la parti, saison hein. avec Victor Oladipo. Ouais. Et Victor C'est la Oladipo se saison blesse, d'après. non? Et non, Oladipo. Ah, est-ce que c'est la saison Oladipo? Ah, j'ai un doute. Enfin bref, il y avait Mais pas, du coup, c'est une il y avait saison où, pas effectivement, grand monde dans c'est cette ça. équipe-là, quoi. Le supporting cast, il me semble que c'est la saison d'après où Westbrook est avec Oladipo et Sabonis. Mm. Oui, c'est pas Et, impossible. et là, cette saison-là, je crois qu'il y a encore un peu les restes du coup de cette équipe du Thunder de 2015-2016. Mais cette saison, ouais, de MVP, qui est une saison incroyable, qui est une saison... Putain, on a vu le record d'Oscar Robertson se faire exploser. Le dernier match contre Denver. Ah bah, ça, j'allais te demander si tu te souvenais de contre qui était le dernier match. Je me souviens, j'ai vu ce match. C'est un des trucs... Un des trucs les plus fous que j'ai vu en direct de 3 points. Ce buzzer de n'importe où. Buzzer de il est 7 mètres derrière la ligne, là. Il est presque au milieu de terrain. Il est défendu. Ah, puis l'arrêt sur image des fans des Nuggets qui sont au bout de leur vie. Ah ouais, non, mais c'était incroyable. Avec le maillot orange, là. Je les aimais bien, ces maillots-là. Ah, moi, j'adorais ces maillots. Ouais. Et du coup, cette saison, en vrai, elle a créé un peu l'argument du stat padding contre Westbrook, on est d'accord? Oui, c'est vrai. Et moi, est-ce qu'on peut parler de cet argument qui pue la merde? Oui. Je suis désolé, les gens qui sont là à dire oui, genre, aujourd'hui c'est sur Jokic. Aujourd'hui, ça aime dire que Jokic il stat pad, etc. Ça aime dire que oui, Westbrook il stat pad. Dès qu'il y a un joueur qui fait un peu des stats, oui, il stat pad. Déjà, premièrement, vous êtes conscient que vous regardez de la NBA, du basket américain, où les stats, c'est le truc le plus mis en avant. Je veux dire, c'est un mème, le fait qu'ESPN sorte tout le temps des records, des stats qui sont brisés, etc. Premier joueur qui a pris sa douche un lundi matin à 38 degrés à faire une série de 5 shoots à 3 points. Je veux dire, les Américains vivent pour les stats. Oui. Donc, les joueurs américains, en vrai, vivent pour les stats. Parce qu'ils sont formatés dès le plus jeune âge pour les stats. Et bah ouais, forcément, mais... En plus, donc je vais fermer cette parenthèse de arrêter d'utiliser cet argument qui pue la merde. Mais surtout que Russell Westbrook, si vous regardez des matchs, et arrêtez de regarder que des bouts de matchs ou des compiles de matchs, regardez vraiment des matchs. Oui, il y a ce truc de il allait voler des rebonds à Steven Adams. Mais parce que c'est son jeu, parce qu'en fait il veut avoir le ballon le plus rapidement possible pour pouvoir pousser, parce que sa principale qualité c'est sa vitesse, et c'est sa vitesse en transition, c'est sa capacité à aussi voir le jeu. Je veux dire, tu tournes pas à 11 passes par match sans voir le jeu. Bah oui. Et je veux dire, genre, oui, il y a des... Bien évidemment qu'il y a du stat padding, mais en même temps, quand tu veux battre des records, au bout d'un moment, il faut faire ce qu'il faut pour battre des records. Je veux dire, vous pouvez regarder n'importe quel match de cette nuit, vous allez voir des moments où il y a des joueurs, tu sais que c'est pour les stats. C'est-à-dire même, je vais finir cette parenthèse, même Victor commence à chercher des trucs pour des stats, ça se sent. Et parce que c'est normal, ça fait partie de cette ligue, finalement. Et ça fait aussi partie de ta confiance en tant que basketteur. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais... Bah, c'est sûr que si à la fin du match, tu regardes la feuille, tu vois en tant qu'intérieur, j'ai pris 3 rebonds, bon, tu te dis, j'ai pas fait le meilleur match de ma vie, quoi. C'est ça, alors qu'au final, t'as peut-être été très bon. Sauf que, encore une fois, on regarde du basket américain et de la NBA... Et que des fois, les mecs sont pas foutus d'aller regarder un match, ils vont regarder la feuille de stats et se dire il a été nul à chier parce que la feuille de stats est pas belle. Mais là, je cherche des excuses à Russell Westbrook. Mais en vrai, Russell Westbrook, il en a rien à taper de ses excuses. Petite citation qui fait plaisir. Qu'est-ce que dit Russell Westbrook sur lui-même? Enfin, pas sur lui-même, mais sur ce que les gens pensent de lui. Et donc, c'est une citation qui date
Si je dis pas de bêtises, celle-ci, parce que là j'ai un doute, j'ai pas spécifié exactement. Je crois que c'est une citation qui date d'une interview qu'il fait au moment de sa draft, où il dit je me suis jamais inquiété de ce que les gens pensaient de moi. C'est comme ça que je le pense, c'est comme ça que je suis. Je pense faire ce qu'il faut. Et je pense que si vous voulez faire ce qu'il faut, il faut vous l'approprier. En gros, il dit you need to own it. Mais en gros, ce qu'il veut dire par là, c'est que, bah oui, genre, vous devez pas vous accepter, mais il faut accepter les défauts de ses qualités, et il faut accepter ses qualités aussi. Je pense qu'il en a conscience qu'il va trop vite des fois. Parce que, bah voilà, je pense qu'il a conscience aussi qu'actuellement, il est moins dominant parce qu'il a moins de qualité athlétique. Mais Et que c'est aussi pour ça qu'il a dit qu'il voulait commencer sur le banc. Parce que après, il est pas débile, il sait qu'il y a James Harden à côté de lui, et que James Harden est un bien meilleur créateur. Un bien meilleur pace controller. Voilà, c'est ça, tu vois. Que lui va... Et en plus, Westbrook qui sort du banc pour te dynamiter un peu un match, ça fait mal à la tête, quoi. Ouais, c'est relou. C'est pour ça que là, je te l'ai dit avant de démarrer ça, genre je suis trop content que cette news soit sortie, parce que je suis même pas le plus grand fan de Russell Westbrook à la base. J'aime bien le joueur, j'aime beaucoup l'énergie et l'esthétique qu'il a, mais je m'en suis toujours un peu branlé. C'est loin d'être mon joueur favori en NBA. Pareil. Mais en vrai, je trouve que ce move là de dire mais mettez-moi 6ème homme, mais ça prouve encore que c'est un mec intelligent et que c'est un mec sur qui on a cassé du sucre pour rien. Ah oui, c'est sûr, c'est clair. Genre, j'allais finir par ça. Ton équipe avec tes supporters de merde, là, les Los Angeles Lakers. Mais tous les supporters sont des supporters de merde. Non, mais oui, on est d'accord. Mais je vais me taper sur le fait que ce soit ton équipe. Je vois ce que tu veux dire, vas-y. C'est le seul moment de sa vie où il a été vraiment affecté parce que ça touchait à sa famille. Ouais, c'est clair. Ça, par contre, c'est pas lui qu'en parle. Moi, je me suis toujours dit, c'est Westbrook qu'on a parlé. Non, c'est pas lui qu'en parle, c'est Nina Earl, sa femme. Oui. Qui parle du fait que ça commence à être relou, les menaces de mort sur leurs enfants, sur elle et tout. Et que, encore une fois, je veux dire, si vous avez un minimum de connaissances basket et que vous êtes capable de regarder un match avec autre chose que votre cul, ça ne fonctionnait pas de la faute, ça ne fonctionnait pas les Lakers parce qu'il y avait Russell Westbrook. C'était un problème autre, bien plus grand. Mais du coup, voilà un petit peu ces 3 petites parties que je voulais faire sur Russ West. Sur d'où lui vient cette énergie, sur le prix qu'il a à payer, et puis sur comment on avance quand on a un tel tribut à payer de ses qualités. Parce que voilà, comme je disais, c'est l'un des mecs les plus clivants de NBA. Ouais, et c'est pas le genre de profil qu'on a beaucoup vu dans l'histoire de la NBA, tu vois, genre... Il y a qui est un peu dans ce style-là, genre, c'est vraiment le seul dans sa catégorie, quoi. Genre, de mecs qui jouent à la pace à fond, ouais, dans ce style-là, quoi. En vrai, alors, pareil, moi ce que je disais, genre moi j'ai commencé à suivre un peu tard, donc dans la NBA récente, je vois personne. Là, j'allais dire, j'ai vite fait John Wall en tête, mais c'est juste qu'ils courent vite, en soi ils ont rien à voir. Ouais, c'est ça, en soi John Wall est un meneur un peu plus gestionnaire quand même que Westbrook. C'est clair. Mais sinon, non, en vrai, alors, à taille et à poste différents, je trouve qu'aujourd'hui, on arrive... un Giannis commence à subir un peu le même traitement que subissait un Westbrook. C'est clair. Où on va lui avec encore moins de capacité technique. C'est ça, on va lui reprocher de jouer sur ses qualités, on va diminuer ses qualités techniques, ses qualités de joueur de basket, en disant oui, t'es que athlétique, etc. Alors que non, je dis pas que athlétique. et ouais, non. Puis c'est un catcheur aussi, Giannis, donc il y a ça aussi qui aide pas, quoi. Oh, mais toi tu le détestes, Giannis. Non, c'est pas que je le déteste, c'est juste que son jeu, en fait, me fait pas plus bander que ça. Et je suis... voilà, c'est juste ça. Oui, t'es pas fan. Non, c'est ça, fan. Genre, je respecte la greatness et 2021, c'était incroyable, ok. Ouais. Mais c'est pas un mec qui... Genre, s'il y a un match dans la nuit, qu'il est à 2h du mat et que c'est les Bucks... Tu vas pas le regarder. Très très peu. Ça prouve ta pièce reconnaissance basket. Oh mais je t'emmerde. Et
Et je te lave en connaissance basket quand tu veux. Non, je voulais finir. On va finir du coup. Après ces belles paroles, on va quand même enchaîner sur quelque chose. Moi, Allez. je voulais faire le petit outro que j'ai appelé ma pas du tout objectivité sur Russell Westbrook. Ok, ça me plaît. Déjà, c'est un petit peu plein d'anecdotes que j'aime bien, ça va être très court. Déjà, il y a une anecdote et qui va te plaire. C'est une anecdote de Russell Westbrook entre sa première saison à UCLA et sa seconde saison. Mhm. Et du coup, première et seconde saison, il s'entraîne à la mort. Et il y a une anecdote, en gros, il va à Los Angeles dans un men's gym. Donc il dit se rendre dans un men's gym du campus. Donc est-ce que c'est celui du UCLA? J'ai pas été chercher plus que ça. Mais en gros, il y avait pas mal de pros. C'est ça, il y avait pas mal de pros qui s'entraînaient, notamment un certain Kobe Bryant. Oh, bah je le connais lui. Un certain Kevin Garnett et un certain Carmelo Anthony. Je les connais, j'ai la ref. Ouais, voilà. Donc des mecs quand même plutôt pas mauvais. Hein, ouais, bah tu joues le maintien en N2 avec ça. Hein. Franchement, c'est ça, facile. Et puis qui à l'époque sont encore bien costauds. Et il y a une anecdote qui est racontée par Luc Mbamute, qui était un coéquipier de Westbrook à UCLA, et qui dit « Aucun des pros ne pouvait rivaliser avec sa vitesse ou ses qualités athlétiques, à tel point que personne ne voulait défendre sur Russ. » Alors que Kevin Garnett, Kobe Bryant et bon, Melo, ok. Bon, Melo, on comprend, mais les deux autres, c'est quand même des gars qui ont fait quelques All-Defensive Teams, quoi. C'est ça. Et du coup, ça me permet de dire, allez regarder des highlights de Westbrook à UCLA. Parce que si c'était fou en NBA, mais alors le Westbrook de UCLA qui est pas encore bodybuildé, mais la vitesse est ahurissante. Vraiment, le truc de la vitesse de la lumière, c'est exceptionnel. Et du coup, donc t'as cet été-là, et en fait, les entraîneurs étaient pas, genre, Holland et Kittings avaient pas le droit d'aller voir les matchs. Je sais pas pourquoi, mais ils avaient pas le droit d'y aller. Et du coup, c'était des anciens du UCLA qui faisaient des rapports à Holland, donc notamment un certain Baron Davis et Earl Watson. Baron Davis? Ouais, Baron Davis. Ok, je savais pas qu'il avait fait du scouting. Il a été à UCLA, Baron. Et non, mais pas du scouting, je pense qu'ils jouaient, mais que comme ils étaient dans les trucs et qu'ils connaissaient le coach, ils venaient lui faire des petits rapports, tu vois. Oui, ok, d'accord. Lui dire ton mec est pas mal, ton mec est claqué. Ok. Et lui raconte que tout ce qu'il venait de lui dire, c'était bah wow. Ok, bah wow. Super, super le rapport. Écoute, le rapport en 3 lettres. C'est comme Jordan quand il a fait son communiqué de presse pour annoncer son retour, quoi. I'm back. Exactement. Bah, j'ai rien de plus à dire, quoi. Enfin, l'essentiel est là, quoi. Clair, net, précis, quoi. On va continuer avec les anecdotes sur Westbrook à UCLA. Il y a à l'époque un roommate de Luc Mbamute, qui est le pivot de UCLA, qui s'appelle Alfred Aboya. Alors peut-être que toi ça te dit quelque chose, moi ça me dit rien. Non, sais pas si vraiment, j'ai jamais entendu ce nom-là de ma vie. Voilà. Et du coup, j'ai appris en lisant les papiers que Westbrook avait une énorme ouverture d'esprit, une énorme ouverture à la culture, et que ces mecs-là l'ont initié à des plats camerounais, et qu'apparemment ils kiffent ça du coup. Ok. Et qu'ils l'ont initié aussi à beaucoup d'artistes hip-hop africains. Ok. Et surtout, il y a des... T'es en train de me dire que Russell Westbrook se check son booty sur du Fally Ipupa? Certainement. et du coup, il y a une anecdote donc, avec Alfred Aboya, où Mbamute raconte que Westbrook, premier degré, soutenait à mort le rêve d'Alfred de devenir président du Cameroun. Oh. Et incroyable. Non, alors moi il n'y a pas de blague, moi il y a juste le fait que si vous aviez encore besoin de la preuve que Westbrook est un nice guy, mais oui, est un mec sympa, parce que c'est pareil, tu vois, j'en ai peut-être pas assez parlé dans le avancé par rapport à la haine, mais on l'a fait passer aussi pour un connard Westbrook, alors que non, il est trop sympa. Il a l'air trop sympa. Oui, c'est toujours... Tu vois toujours les vidéos avec les trucs NBA Cares, machin, où il va toujours giving back to the community, comme ils disent là-bas. Ouais, il est toujours dans les trucs de charité, machin, distribuer des repas, tout ça, quoi. C'est ça, et puis même, c'est un mec qui a l'air adorable. Et oui. On continue du coup avec les anecdotes à UCLA. À ton avis, quel est le joueur préféré de Russell Westbrook quand tu lui poses la question quand il est à UCLA? Son joueur préféré? Genre un joueur qui était en NBA à l'époque?
C'était un joueur qui était en NBA à l'époque. C'était un joueur qui. Je vais pas te donner plus d'infos, vas-y. Je pense que si tu me le demandes, c'est que c'est pas une superstar et que ça doit être un truc complètement. C'est une star. C'est une star? Ok. C'est une star. Je sais pas si on parle de superstar, mais c'est ok. Une star, je sais pas. Je sais pas, j'ai envie de dire Sean Marion, complètement au hasard, pourquoi pas. Alors, on va donner un truc. C'est une superstar à l'international. Oh. Je sais pas. Superstar à l'international, Yao Ming. Non, c'est un mec qui nous a fait beaucoup de mal à nous Français. Pau Gasol? Ouais. Ok. C'est Pau Gasol, le joueur préféré de Russell Westbrook. Je peux comprendre, même s'il m'a fait beaucoup souffrir Pau Gasol, j'ai adoré ce joueur. Mais, moi aussi, mais juste mais j'avoue que Westbrook sort Pau Gasol, ça me crame de rire. Ouais, le lien c'est entre pas du tout dans le même le style de jeu, jeu, quand même. Ouais, c'est ce que j'allais dire, le lien de jeu entre Pau Gasol et Westbrook, je l'ai pas tout de suite là. Mais ok. Il y a pas beaucoup de liens, mais j'adore. Ça prouve que c'est quand même un mec qui a une certaine culture et un certain QI basket. Pour apprécier Pau Gasol, il en faut. Ouais. Sa femme, Nina Earl, c'était une joueuse de basket à UCLA. Et elle avait une qualité principale sur les scouting reports. C'était qu'elle était super rapide. Et j'adore. Genre, c'est vraiment, j'adore. Qui se ressemble, s'assemble finalement. Vraiment, et je me dis, mais du coup, j'ai pas été regarder parce que je sais pas, c'est de la vie privée, ça m'intéressait pas spécialement. Mais si ils font une fille ou un mec, il va aller à combien? Flash McQueen, ça va être le en premier fait. humain à aller à 300 à l'heure. C'est pas impossible. Hein. Il y a peut-être une carrière de sprinter. Hein. Attention. Exactement. Et je finis avec 2 dernières anecdotes. Il y en a une avec Monty Williams lors d'un scrimmage avec Team USA en 2012. Où les camps de Team USA, c'est souvent des camps de no contact pour éviter que les joueurs se blessent. C'est plus du travail technique, du travail de shoot, etc. Et il y a une anecdote où ils font un travail, en gros, ils reçoivent le ballon au poste haut. Et ils doivent prendre appui sur le défenseur pour se retourner et faire un fade-away. Et apparemment, Russell Westbrook prend le ballon, mais voilà le coup de coude à Monty Williams pour l'écarter et fait son fade-away. Et Monty est un peu énervé, tu dis putain, mais c'est un camp sans contact. Et Westbrook là, il dit j'en ai rien à foutre. Au moins, ça c'est que dit. Vraiment, j'adore. Ça passe pas par 4 chemins pour se faire comprendre. Ça a le mérite d'être clair. Vraiment, j'adore. Genre, je crois que j'ai plus la quote exacte, mais vraiment, je crois qu'il lui dit quelque chose genre j'en ai rien à foutre, fait avec. Et enfin, oui, bon, on a l'idée quoi. C'est ça. Et dernier truc, scrimmage en 2012, de reprise du Thunder après la défaite en finale. Première fois où ils se réentraînent toute l'équipe et où ils refont du basket un peu organisé. Et il y a une anecdote avec Westbrook qui défonce Ibaka parce que sur les pick and roll en défense, et en fait il vient pas l'aider et du coup Westbrook il est obligé de passer au-dessus ou en dessous. Sauf que soit il laisse un 3, soit il prend un drive, etc. Et Ibaka est pas là. Et il y a vraiment une anecdote où apparemment il défonce Ibaka et t'as l'assistant russe qui vient le voir en disant bah vas-y dis-moi ce que je fais. Et Westbrook là il dit fuck it et il s'y remet. Voilà, des petites anecdotes je trouve qui vont bien dans l'intensité, dans le personnage de Russell Westbrook. Genre c'est un mec intensif, c'est un mec qui va à 200 à l'heure dans ses qualités, dans ses défauts. Mais c'est un nice guy. Dans toute sa vie t'as l'impression qu'il y met à chaque fois, dans chaque truc qu'il fait, c'est oui, il y a rien, ou c'est toute son âme, quoi. Enfin, ah, mais vraiment, ça se sent que c'est un mec qui met toute son âme dans tout ce qu'il fait. Et moi, c'est pour ça que, comme je disais, c'est pas mon genre préféré, mais c'est aussi une des raisons qui font que j'apprécie Russell Westbrook, c'est que tu sens qu'il triche pas. Ah, c'est clair. À un moment, il triche. Je veux dire, j'en ai pas parlé, on a quasiment pas parlé de jeu, mais en attaque, alors oui, il est critiquable et son jeu repose beaucoup sur de l'intensité, du drive, etc. En défense, c'est un vrai défenseur, Russell Westbrook. Alors, il joue beaucoup l'interception, mais c'est un défenseur très intensif. Hein. Bah oui, c'est ça, même s'il est pas grand, qu'il a pas une envergure de zinzin, vu l'intensité qu'il met, ce sera toujours relou, quoi. Même si t'es plus grand, plus costaud. Par son intensité. C'est clair. Bon, t'es chaud pour un petit quiz histoire de finir rapidos là? Oh, t'as préparé un petit quiz? Je t'ai même pas au courant de ça. Eh bah, allons-y. Du coup, t'as niqué la première question qui était contre qui a-t-il réalisé le 42e triple-double en 2016-2017? Contre Denver, c'était même au Pepsi Center de Denver, Colorado. Le Pepsi Center. Question rien à voir avec le basket. À ton avis, combien il a gagné d'argent au total en carrière, Russell Westbrook?
J'en sais foutre rien, putain. J'en ai aucune En fait, j'ai idée. juste vu que Wikipédia avait des sections dédiées à ça sur les fiches de Ok. joueurs, et je me demande ce que ça fout là, mais ça me fait mourir de rire. J'ai même aucune idée du range, tu vois, dans lequel taper. Je vais dire 350 millions de dollars complètement au Eh, pif. t'étais pas si loin, c'était 290. Oh, ok. Eh bah écoute, bon petit pécule, hein. Beau petit pécule. Hmm. C'est quoi le record de points marqués par Russell Westbrook en carrière? Le record de points marqués Ouais. Je pense... Non, il a pas fait les 60, ça doit être un truc... 55, je crois, je sais pas. C'est plus. C'est plus 58 Ouais, c'est 58. 58, C'était ouais. contre Portland. Ok, putain. C'est quoi son record de panier tenté? Est-ce que c'est le match à 58 points ou pas? C'est pas le match à 58 points, malheureusement. Panier tenté. Ouais. Ça doit être indécent, ça doit être genre 40. Bon, c'est plus. Quoi? 45? C'est presque 45, c'est 44. 44, putain. C'est... Ça représente c'est pas la mal. Loire-Atlantique. Exactement. C'est quoi le record de 3 points qu'il a réussi dans un match? Sachant C'est qu'on pas parle d'un un- mec qui tourne à 30% en carrière. Ouais. 5, 6, C'est plus. 8. Ouais, c'est 8. Oh, putain. Putain, si tu te prends C'est- 8 3 points de Russell Westbrook, ça fait chier, quoi, quand même. Tu dis qu'il était vraiment dans un super soir. C'est quoi le record de rebond offensif de Russell Westbrook? Oh, ça doit être un truc indécent, genre 15. Non, c'est moins quand même. C'est moins 8. Ouais, c'est 8. Oh, Mais incroyable. pareil, hein, 8 rebonds offensifs, c'est énorme hein, pour un Bah oui, meneur, hein. c'est monstrueux. Et je Ouais. crois que, il me semble que j'ai vu, il l'a fait 2 fois. Ok. C'est vrai que 15, j'ai un c'est peu quoi forcé. C'est quoi son record de passes décisives? 22. Ouais, pas loin, mais c'est pas ça. 23. C'est plus. C'est plus. 24. Ouais, 24. Ok, putain. À 6 du record de Scott Skiles. Hein. Ouais, combien de pertes de balles? Ouais, j'ai pas été chercher. Alors, figure-toi que je l'ai. Mhm. Il a pas tant que ça de perte de balles en termes de record. Ouais. 11 ballons perdus. Ce qui est pas énorme. Hein. Bah, c'est déjà pas mal quand même. Oui, non, mais je veux dire, genre. Oui. Encore une fois, ça va dans ce truc de Russell Westbrook, on a l'impression qu'il perd 80 000 ballons par match. Oui, non. Quand j'avais été chercher pour un quiz du coup qu'on a fait sur un podcast qui ne sera jamais sorti parce que l'enregistrement est foiré, En effet. James Harden était genre à 14 ou 15 balles perdues. Hein. C'est vrai. Et, C'est et du coup, 2 dernières questions. À ton avis, combien il a fait de triple-double en carrière si tu cumules ses playoffs et sa saison régulière, Russell Westbrook? Oh putain. J'en ai aucune idée. 200? Plus. 300? Ah, moins. Ouais. 250. Moins. On joue au juste prix. 225. Moins. 215. Moins. 207. Plus. 210. Oui. Ok. 210 triple-double, dont 12 en playoff. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, il est à 198 triple-double en saison régulière. Ok. C'est juste colossal. J'ai envie de dire, entre guillemets, hein, seulement 12 en playoff? Seulement 12 en playoff. Mais après, Il Russell a Westbrook fait va quelques rarement matchs loin de en playoff, playoff hein. pourtant. Hein. Ouais, mais bon, il va pas non plus si loin que ça en playoff à chaque fois. Hein. Bah, il a fait quand même Bah, une finale NBA. Il fait 2 finales de conf, une finale NBA pour moi seulement. C'est Sinon, vrai c'est que qu'avec du les premier ou du second tour. Hein. Rockets, ses premiers second tours, les Wizards, voilà. Quand il est aux Lakers, Sache que les Wizards, ils vont en playoff, hein, mais arrête de critiquer. Oh, ils vont en playoff avec les Ouais. Wizards? Et oui, ils vont en playoff, les Wizards. Ils sont éliminés au premier tour, mais à l'époque, ils vont en playoff en 2021 contre... Ok, j'avais aucun souvenir de ça. Je me demande s'ils se font pas souiller par... mais c'est pas les Bucks? Ah non, je sais pas, j'ai un doute. Mais Ok. ouais. Non, il a joué Ok, 116 non, moi, matchs au total de playoff Westbrook quand même. Ok. Mais bah, il y a... Ouais, visiblement, il y a 4... Tu vois, sur ces 116 matchs de playoff, t'as que 4 saisons où il dépasse les 10 matchs, et à chaque fois, c'est 18, 19, 20 et 17. Hmm. Donc en fait, il passe rarement le premier tour, mais quand il le passe, il va assez loin. Ouais, mais tu vois, genre, après, il y a aussi le truc de... il y est presque tous les ans, quoi. Ouais, par contre, ça c'est fou. C'est ça qui est fou. C'est que effectivement, quand tu regardes ses matchs en playoff, tac, il rate juste les playoffs en 2015. Et sinon, il les rate en 2022 et c'est tout.
Ouais, putain. Ouais, et 2022, c'est parce qu'il se fait trader. Hein. Bah c'est ça, et puis 2022 il est en... Mais pourtant 2022 il est avec les Clippers, donc je comprends pas. Non, c'est Les Clippers, c'était 2023 quand où il se fait trader, je suis débile. Bah... 2022, ouais. il est encore aux Lakers, et on fait la saison de merde, où on finit 12ème, là. Ah oui, putain, t'as C'est raison. 2023, là, où il fait Ouais, effectivement. les playoffs avec Oui, les non, Clippers, effectivement, t'as raison, c'est où ce que il j'étais en dit train de me dire. où il dit qu'il rêverait de sortir les Lakers en playoffs, Effectivement, t'as raison. alors qu'on a été En fait, plus il a loin. raté 2 fois les playoffs. Il a raté, enfin, du coup, hors saison rookie, il a raté 4 fois les playoffs. Enfin, non, mais au total, il a 2008-2009. Ouais, il a raté 4 fois les playoffs dans sa carrière. En 15 ans, c'est pas mal, hein. Ouais, franchement, c'est J'en un bon connais qui ratio. aimeraient bien avoir cette stat, hein. Vraiment. Et du coup, allez, on finit sur une petite stat assez ahurissante, je trouve, pour un meneur. Combien il a fait de double-double dans sa carrière? Pareil, playoff inclus. Oh, ça doit être Sachant que double-double juste point rebond ou... peu importe. Ok. Point passe, point rebond, peu importe. Au total, il a joué, du coup, Russell Westbrook, dans sa carrière, à peu près 1200 matchs NBA. 1200 matchs. Ouais. Je pense que si je dis qu'il fait en moyenne un double-double, un match sur deux, c'est pas déconnant. 600. Moins. Mais c'est 500. pas déconnant, mais moins. Un peu plus. Enfin, plus, du coup, pardon. 540. Plus. 50. 552. Oh putain. J'ai Ah, fait la c'est stat. un peu moins Il y a d'un sur deux, quoi. 45% de ces matchs où il est en double-double. Oh, la stat, elle est quand même... Bah, moi, je trouve que autant pour un pivot, elle pourrait être... on pourrait la mettre en... Oui, ok. On pourrait la pondérer. Je trouve que pour un meneur, putain, la moitié de tes matchs en double-double, que ce soit point rebond, que ce soit point passe, que ce soit rebond passe. Oui, surtout et que il doit y avoir... c'est pas que des points passes, quoi. Ah bah non, C'est sûr qu'il y a une bonne partie de points rebond, quoi. c'est C'est quoi ça. sa moyenne Donc, de rebond en carrière à Westbrook? sa moyenne de rebond en carrière, allez vas-y, estime. Je pense que ça doit être un truc genre aux alentours de 7-8. Et bah c'est 7,3. Ok. Et en Franchement, passe? Et en passe, il a 8,4. Ok. Putain. Il a des stats en carrière, je trouve, qui représentent pas... Enfin, qui représentent bien le joueur qu'il est, même si je trouve Ouais, que le scoring, bah... c'est un peu dommage. Qui tourne à 22,4 points par match. ok. Pour 8,4 passes, 7,3 rebonds, 1,6 interceptions. Et il n'y a pas les pertes de balles, dommage. Parce que je Ouais, les ça trouverai doit pas. être un truc genre... je sais pas, pense 3, j'imagine, un Je vais truc regarder comme sur ça, dans ces Basketball eaux-là. Reference Vision. À vue de nez. Basketball Peut-être un Reference, peu on va regarder moins. rapidement. Russell Westbrook. En termes Dépêche-toi de parce qu'on perte s'emmerde, de là. balles. C'est vrai qu'on s'emmerde beaucoup là. Excuse-moi. Je sais pas du tout. Per game. Exactement, c'est bon, je l'ai. En carrière, perte de balles. Tableau de Russell Westbrook est immense. Waouh, ça fait pas plaisir les pertes de balles. Ah ouais. 4 pertes de balles par match. 4. Oh, ah oui. Il a un ratio à peine de 2 en termes de passes. C'est pas terrible. C'est le ratio turnover-assist. Pas terrible, pas Mais terrible. bon, bah c'est ce qu'on disait dans le podcast, hein, c'est le prix à payer de son énergie. Bah oui. Bah oui, quand tu joues vite, tu fais des pertes de balles. Ouais. Quand tu vas vite, tu fais des erreurs, forcément. Effectivement. Bon bah voilà, c'est la fin de ce petit podcast sur Ross West. Eh bah, type le top. J'espère que t'as apprécié. J'ai J'espère que vous avez apprécié. grandement apprécié, notamment dû au fait que j'avais rien à faire, enfin que j'avais rien à préparer. Et c'est ça qui est cool. Et ça fait plaisir. Mais non, j'ai essayé de prendre un axe un peu différent sur Russell Westbrook. Et bah, c'était très cool, très intéressant. De pas juste raconter sa carrière, mais d'essayer de vraiment de donner des débuts de pistes pour comprendre ce mec et qu'on arrête de lui chier dessus alors que c'est un Hall of Famer et que c'est certainement l'un des 10 meilleurs meneurs de l'histoire. Oh, tu t'avances quand même. Je sais pas, 10 mais j'avais meilleurs envie meneurs de l'histoire doucement. Je sais pas. Écoute, on laissera pourra en rediscuter de ça, ça peut être un sujet marrant. Une petite liste. Ouais. En attendant, je pense qu'on va pouvoir dire au revoir à tout le monde. Eh bah oui, bonne journée, bonne soirée, bonne matinée. C'est ça, tout souhaiter ça. un bon dimanche, parce que cet épisode sortira un dimanche. Oui. Et bon dimanche à tous. Et bien sûr. Kiffez votre vie. Certainement des matchs ce soir à Européenne, profitez-en. Des bisous. Magnifique. Des bisous. Allez, Topette. Oh oui.